Je me suis fait défoncer une fois en Angleterre. Gros revers quoi, j'y vais, je me fais défoncer par un Anglais et je vois pas le jour du combat, je mets notre vie en jeu et c'est pour ça qu'on a une durée limitée on va dire. À force de taper, ça crée des micro-traumatismes au niveau des métacarpes etc. Et je suis là pour abattre. C'est lui contre moi, c'est un tête-à-tête entre deux personnes et tuer ou être tué. Ils m'ont contacté il y a 1 an et demi pour faire l'UFC Paris. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Amine Ayoub. Amine, comment tu vas? Ça va super, merci beaucoup. Merci de ta présence. J'ai plein de questions à te poser sur le MMA. Donc on est très content de t'avoir. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Très bien, alors moi c'est Amine Ayoub, j'ai 29 ans, je suis combattant professionnel depuis maintenant 13 ou 14 ans. Donc j'ai commencé les sports de combat à 14 ans. J'ai débuté ma carrière pro à 19 ans. Donc voilà, donc ça fait 10 ans que maintenant je suis dans ma carrière professionnelle. Voilà, je suis un combattant aguerri qui a fait avec beaucoup d'expérience et j'aspire au plus haut niveau. Aujourd'hui, tu as 28 ans, c'est ça? 29. 29. Ouais. Donc à 29 ans, j'avais relevé quelques exploits que tu as pu faire. Donc tu as été champion poids léger de la Brave Combat Fédération. Tu as combattu dans le monde entier. Tu as 22 victoires pour 5 défaites. Donc à 29 ans, c'est quand même beaucoup. Hein, c'est beaucoup de combats. C'est énorme, c'est énorme parce qu'on a commencé tôt. Donc, c'est ça. Et puis depuis 2022, je crois que tu connais pas la défaite. Enfin, plus la défaite. Ouais, c'est ça. Je crois que je suis sur 6 victoires, il me semble, d'affilée. Ouais. Ok, on commence toujours nos podcasts par un petit jeu. Donc je te pose des questions courtes, tu me réponds de façon réponse courte. C'est parti. Est-ce que tu es plutôt frappe ou lutte? Frappe. Est-ce que tu es plutôt préparation physique ou mentale? Préparation physique. Est-ce que tu es plutôt combat en cage ou sur ring? Combat en cage. Victoire par KO ou soumission? Par KO. Et combattant en France ou à l'étranger? À l'étranger. Ok, super. Bon, on voit un peu plus ton univers, c'est cool. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance? T'étais qui petit? Où est-ce que tu as vécu? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Ok, alors je suis né dans le quartier des Dervalières pour quelques mois seulement. Ensuite, on a déménagé donc au Breil, un quartier à l'époque qui s'appelait Tolède. Donc très connu par les anciens de la ville. C'était un quartier très petit mais très soudé en fait. Les gens vraiment étaient soudés dans ce quartier. C'était reconnu comme vraiment des gens qui s'entraident énormément et tout. À la suite donc de Tolède, j'ai déménagé dans un quartier qu'on connaît tous ici à Nantes, ça s'appelle Bellevue. Oui. Et au fil des années, mes parents ne se plaisaient pas là où qu'ils étaient. Et j'ai déménagé, j'ai changé d'école, parfois en cours d'année, etc. Et donc j'ai déménagé plus d'une dizaine de fois alors que j'étais même pas encore majeur. Toujours en région nantaise? Toujours en région nantaise, okay, ouais, toujours. Ouais. C'est allé le plus loin, c'était jusqu'à Bouquenay ou Couëron. Et tu faisais, donc t'as changé plusieurs fois d'école et t'étais plutôt bon élève à l'école, t'aimais ça, t'aimais pas trop ça? J'étais pas trop... Non, franchement, c'était compliqué un peu. Honnêtement, c'était compliqué. En fait, j'aimais bien apprendre des choses, mais j'avais du mal à me comporter, à rester concentré vraiment et à suivre des règles en mode tu restes assis, etc. Mais j'aimais beaucoup l'apprentissage, apprendre des nouvelles choses, ça me passionnait, mais j'aimais pas la façon dont on le faisait en fait. Ok, d'accord, je comprends. Comment tu découvres les arts martiaux? À quel âge? Est-ce que tu commences directement par le MMA? Non, je crois pas. Je crois que tu as découvert plutôt la boxe en premier. Ouais, j'ai découvert le kickboxing en premier à l'âge de 14 ans. Comment c'est arrivé? Moi, je faisais du foot un peu. J'étais vraiment nul au foot. J'étais vraiment pas fort dans ce sport. Je disais, waouh, j'ai essayé gardien de but, j'ai essayé attaquant. Et j'étais nul dans ce sport. Franchement, je me suis dit, bon, je voulais faire du sport quand même. Hein. Et moi, souvent, quand j'étais petit, mon père, il me prenait avec lui. On allait... je me rappelle, j'allais prendre une grenadine, un diabolo, un truc comme ça avec lui, je sortais avec lui, bref. Et ses amis à mon père, ils disaient toujours, mais mon père, il s'appelle Karim. Il disait, mais Karim, ton fils, il fait de la boxe, tu l'as inscrit à la boxe et tout. Il disait, non, pourquoi? Il dit, tu vois, ces pommettes là, ils sont un peu gonflés. Genre. Et en fait, moi, je suis né comme ça en vrai, avec des petits yeux déjà. Et chaque fois, tout le temps, il répétait sans cesse, ouais, il fait de la boxe. Mais inscris-le à la boxe, il a une tête de boxeur, Et je me suis dit un jour, papa, viens, on trouve un club, je vais essayer ce sport parce que je comprends pas pourquoi tout le monde me dit que je devrais faire ça. Mon père, il me dit ok. À l'époque, j'habitais à Bouquenay, donc le club le plus proche, c'était à la montagne. Et mon père, il m'emmène faire un cours d'essai. J'arrive là-bas et premier cours, j'enchaîne des gens qui étaient déjà avec beaucoup d'expérience.
Franchement, je me débrouille super bien. T'as adoré Et ça? ouais, j'ai adoré directement la sensation que ça crée pendant l'entraînement, après l'entraînement. Et je suis sorti de la salle et j'ai dit, papa, C'est on y retourne quand? Ça y est, c'est ça que je veux faire. c'est ça que je veux faire en fait. C'est incroyable comme sport. Et l'entraîneur, à l'époque, il s'appelle Hamida, il s'appelait, il avait vu un potentiel directement. Donc il rappelle mon père en mode, bah voilà, voici comment on s'inscrit, etc. Et ramenez-moi votre fils en gros. Donc j'ai débuté dans ce club-là. Mon père, bah, il m'amenait plus après, hein. Oui, Voilà, je devais prendre le le bus. bus. Donc après l'école, je filais directement à l'entraînement. Je me tapais 1 heure de bus aller, 1 heure de bus retour, mais j'étais trop déterminé. Et donc là, tu fais de la boxe pendant un temps, et après, tu découvres le MMA comment en fait? En fait, je fais 1 an de kickboxing. À la suite de cette année-là, il y a un gars qui vient à la salle de sport, bah, dans le club dans lequel j'étais, et il me dit, moi, je fais du MMA en dehors de cette salle et tout. Est-ce que tu veux essayer? Il s'appelait Chris. Chris, il s'appelait. Et Chris, il me dit, Amine, est-ce que tu veux essayer les MMA et tout? Et je dis, Chris, c'est quoi les MMA? Je connais Ouais. pas. Et, il me dit, bah, c'est les arts martiaux mix, etc., etc. Je connais pas. Et un jour, mon père, il rentre à la maison avec un DVD. Et je dis, c'est quoi ça, papa? Et il me dit, bah, c'est un pote, il revient du Brésil, il m'a ramené des DVD de combat et tout. Et en fait, c'était le Pride. C'était des DVD du Pride. Et il met ça dans la télé et je vois des gens, ils se défoncent, ils se penalty dans la tête. Vraiment un sport sans beaucoup de règles. Et un sport complet, avec Hmm. qui commence debout, qui a des phases de lutte, du sol. Et je me dis, waouh, c'est quoi ce sport? C'est les arts martiaux ultimes en fait. Et je veux essayer ça. Donc finalement, j'appelle Chris, je lui dis, écoute, viens, je veux essayer ton sport. Il m'amène là-bas et j'essaye mon premier entraînement et je fais beaucoup de lutte pendant cet entraînement et des phases au sol et je me fais étrangler dans tous les Ouais. sens, je me prends des clés. Je dis, waouh, en fait, c'est ça le sport ultime. C'est ça un art martial, vraiment, les Ouais. arts martiaux mix, Ouais. c'est ça. Ok. Et donc là, tu commences le MMA à partir de ce moment-là. Je commence le MMA, donc voilà, sur une petite carrière amateur, hein, mais Ouais. je fais des combats directement. À côté de ça, je garde ma petite carrière amateur de kickboxing aussi, donc j'avais 2 clubs et je performais et en kickboxing et dans les compétitions amateurs de pancrace à l'époque, parce que le Ok. MMA n'était pas autorisé en Ouais, France. c'est ça. Tu peux nous rappeler rapidement, pour ceux qui nous écoutent, parce que peut-être tous ne connaissent pas, les règles du MMA? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire? Je sais, je crois. Oui, il y a énormément de choses qu'on peut pas faire. On peut pas mordre, on peut pas mettre un coup de pied au visage du gars s'il est au sol. Euh, Des et, doigts dans les yeux, doigt dans les yeux, c'est interdit. les parties génitales. Coup de coude de haut en bas, c'est interdit. Taper les parties génitales, Donc c'est tu interdit. peux donner un coup de coude de bas en haut, par contre. Ouais, mais pas comme ça, pas Ok, descendant, voilà, ok, d'accord. voilà. On peut pas taper tout ce qui est la partie donc derrière le crâne et au niveau du dos. Ok. Tout ça, ce sont des choses qui sont. Il y a aussi d'autres règles, mais bon. Et après, par contre, quand il y a ces règles-là, à part ces règles-là, tout est autorisé. Le but, c'est de Ouais, mettre en KO fait, son adversaire. non, le but c'est vraiment de performer dans un premier temps. Donc c'est soit de mettre l'adversaire out via une technique de boxe ou de kickboxing, ou alors de l'amener au sol et de pouvoir le faire taper. Ce qu'on appelle le faire Ouais. taper, c'est que le Bon, gars se soumette quoi, via une technique d'étranglement ou de clé articulaire. c'est comme le judo, là, c'est la Ouais, c'est soumission. ça, jiu-jitsu brésilien, judo. Jiu-jitsu. Et si malgré ça, donc, le combat se termine, donc sur 3 fois 5 minutes lorsqu'on est hors championnat et 5 fois 5 minutes quand on est en championnat, c'est la décision des juges du coup Ok, de désigner un gagnant. ok. Est-ce que, à quel moment tu te dis, ok, j'ai du potentiel en MMA, parce que tu commences le MMA, tu connaissais pas la discipline, et à quel moment tu te dis, ah ouais, là, je peux atteindre du haut niveau? Est-ce Alors, que à tu te quel rappelles? moment je me dis ça? Honnêtement, lorsque j'ai tout donné pour mon sport, en fait, lorsque j'ai fait l'effort de prendre mon argent, parce qu'à l'époque, on n'était pas payé pour ce sport, Hmm. c'était un sport qui était encore interdit en France. J'avais 19 ans, donc j'avais intégré la ville de Nantes il n'y avait pas trop longtemps. Moi, j'ai travaillé de 18 ans à 21 ans à la ville de Nantes en tant qu'agent d'accueil et d'entretien. Ok. Et à 19 ans, je fais donc mon premier combat pro, que je perds. Je fais mon deuxième combat pro, Que tu perds. que je perds également. Et sur ces 2 combats, j'avais payé ma route, mon hôtel et ma nourriture sur place. Ok. Je me dis, bon là, j'ai perdu de l'argent, mais j'ai investi sur moi parce que les retours en images que j'avais derrière
était exceptionnel en fait. J'avais livré 2 combats de ouf dans le monde du MMA français. Donc voilà, c'est un petit monde, le MMA français. Mm. Les gens parlent, waouh, c'est quoi ce combattant qui vient d'arriver? Il donne des combats spectaculaires. Il perd certes, mais il fait des combats de ouf. On veut le revoir plus tard. Tu perds à la décision là Je sur perds ce les combat? 2 combats, je perds à la décision. J'ai Ok. toujours perdu en fait. Oui. Même les 5 défaites que j'ai, Oui. c'est les 5 sont à la décision. J'ai jamais été mis KO ou on m'a Soumis. jamais soumis. Et du coup, en vue de mon futur troisième combat, je vois qu'il y a une hype qui commence à se préparer. Donc je vais combattre à la Halle Carpentier. À l'époque, c'était 5 ou 6 000 personnes à Paris. C'était énorme pour un événement. Et je vois qu'il y a une vraie hype. Je me dis franchement, je suis un combattant spectaculaire. Je lâche rien. Je vais travailler vraiment sur mes défauts pour pouvoir devenir meilleur et gagner mes combats. Ok. Je fais ce troisième combat que je gagne par décision. Et là, c'est voilà, c'est ça. À la ville de Nantes, je prends des congés sans solde pour pouvoir me permettre de faire des préparations à l'étranger. Sur ma pause du midi, je mange pas. Je fais mon premier entraînement pour faire mon deuxième après le travail. Je m'étais vraiment dédié et mis beaucoup de sérieux dans ce que je faisais. Ok. En novembre 2020, tu remportes le titre de champion des poids légers de la Brave en battant Clayton Silva, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti en devenant champion à ce moment-là? Franchement, c'était incroyable parce que j'avais travaillé tellement dur pour cette ceinture. C'était un combat qui se faisait en 5 fois 5 minutes. Et donc, quand on dépasse les 3 premiers rounds, on rentre dans ce qu'on appelle les championship rounds. Et là, c'est vraiment là où que le cœur du combattant il ressort parce que voilà, les rounds de 4 et 5, personne ne les fait quasiment jamais Ouais. parce qu'il faut arriver jusqu'au championnat. Et je me dis, waouh, là, c'est la consécration et c'est vraiment le moment de mettre à l'épreuve tout ce que j'ai appris et performer, quoi. Ouais, super. Et donc, je le mets KO au 4e round et je sens vraiment une excitation parce que c'était une ceinture déjà qui était très belle. Le Brave, il faut savoir qu'à l'époque, c'était la 5e organisation mondiale, donc une organisation très réputée et beaucoup de gens voulaient aller combattre là-bas. Mm. Et donc, voilà, je ressens une certaine satisfaction. Ok, super. C'est la ceinture que tu nous as apportée ou pas, celle que C'est tu là, gagnes? ça, ouais, c'est Tu ça, peux c'est nous, ça. tu peux nous la montrer, la Ouais, tienne? carrément. Donc ça, c'est la ceinture du Brave, Lightweight, donc la catégorie poids léger. poids léger. Et, C'est donc poids léger, c'est moins de 70 kilos, Poids c'est léger, ça? c'est moins de 70 kilos, ouais, voilà. Il y a plusieurs catégories dans les MMA et moi, je combats dans celle des lightweight. Ok, trop cool. Franchement, belle ceinture, beau trophée. Merci beaucoup. Au début d'un combat, je regarde un peu de MMA de façon occasionnelle, mais il y a beaucoup d'analyses de la part des combattants. On voit qu'au début, on ne donne pas un coup tout de suite, on regarde un peu l'adversaire, ce qu'il va faire. Ouais. Est-ce que le premier coup, c'est important pour le mental? Celui qui va te donner le premier coup, est-ce que toi, tu as un objectif d'aller taper le premier ou est-ce que tu préfères laisser venir ton adversaire? C'est une question très pertinente, mais ça dépend en fait de l'adversaire que j'ai en face. C'est pour ça que tu parles d'analyse. Ouais, il y a beaucoup d'analyses forcément pendant le combat et même avant le combat. Mais le premier coup personnellement, je n'ai pas forcément d'impact mental en tout cas sur est-ce que je prends le premier coup ou est-ce que je donne. Mais il y a des combattants, ça les impacte et des fois c'est important d'imposer son rythme et de mettre le premier coup en effet. Ok, ouais. Pour revenir sur ce combat, lors de ton premier round, le combat contre Clayton Silva, lors du premier round, il n'est pas si simple. Adversaire redoutable, quand même, il te met en difficulté sur certains points. Comment tu gères le combat entre chaque round? Est-ce que à la fin du premier round, mentalement, tu te dis tiens, je suis en dessous, enfin je crois que le premier round il est plutôt en son avantage. Ouais, alors faut savoir, ouais, j'affrontais Clayton Silva, fort de ses 1m93. Ouais, il a beaucoup plus d'allonge que toi. C'est ça, moi je fais 1m77, donc lui 1m93 avec une allonge interminable. C'était plein de des petits ajustements en fait qu'on fait entre les rounds, vraiment pour écouter les mots du coach dans un premier temps et voir quels ajustements on peut faire pendant le combat, quoi. Mais sur la partie mentale, non, je me dis, je sais que je perds le round. C'est un combat qui se fait sur 5 rounds, donc il me reste 4 rounds pour rattraper. En fait, on réfléchit différemment si on combat en 3 rounds ou en 5 rounds. Si je sais que c'est un 3 rounds, je vais devoir mettre plus de peps sur le premier round pour éviter de le laisser filer, quoi. Et donc au round 4, t'envoies un beau crochet du gauche, je crois, dans la mâchoire de Silva. Et là, tu l'envoies au tapis. Quand à ce moment-là, il tombe par terre, est-ce que tu sais que tu vas gagner? Ouais. Quand il tombe par terre, c'est bon, tu sais que c'est terminé et que tu vas l'enchaîner. Je sais, parce qu'en vrai, tu vois dans les yeux de ton adversaire
comment ça fait. Et voilà, tu te dis, bon, ça y est, je suis proche de la victoire. Et tu vas au sol rapidement pour essayer de le taper un peu pour que l'arbitre il Mm. arrête le combat, quoi. C'est ça, ouais. Parce que c'est ça, hein, souvent, quand tu fais tomber l'adversaire au sol, toi, tu vas vite au sol, et si l'arbitre demande d'arrêter le combat, t'as logiquement Ouais, c'est gagné. ça en fait, ouais. Ouais. Alors que si on tape, il va au sol et je me dis bon, c'est du tout cuit, j'ai gagné et qu'il se relève, bah on a peut-être loupé une occasion de gagner Mm. ce combat et derrière manger un Ok. contre-coup. Maintenant qu'on a vu cette victoire où tu gagnes cette ceinture, j'ai envie de rentrer un peu plus dans ta vie de combattant de MMA, ta vie personnelle, je veux dire. C'est quoi ton rythme d'entraînement? Est-ce que tu t'entraînes tous les jours? Est-ce que tu combats tous les jours pour t'entraîner ou... Ah, je m'entraîne tous les jours, 2 fois par jour. J'ai un rythme de vie déjà Intense? assez intense déjà. Il faut savoir que moi j'ai 2 filles. Donc je me lève à 7 heures le matin, je les dépose à l'école et j'en profite justement de les déposer à l'école pour avoir mon sac directement avec moi pour aller faire mon premier entraînement de la journée. À la suite de ça, donc il est aux alentours de 11h30, 11h30 midi lorsque j'ai fini mon premier entraînement. J'ai un peu de temps libre pour travailler sur des choses un peu Mhm. extérieures au combat ou faire Les plein de réseaux choses. sociaux, le Les sponsor, réseaux sociaux, la recherche de sponsors, enfin, on essaye de faire plein de choses qui sont, voilà, soit dans les MMA, soit un peu extérieures au MMA, quoi, plus philosophique, j'ai envie de te la dire. vidéo, comme on en parlait juste avant. Ouais, la vidéo et même, enfin, je m'intéresse à beaucoup de choses, Ouais. notamment des principes philosophiques, etc. Donc, je me forme sur beaucoup de choses, on va dire, quand j'ai un peu de temps. Et, euh, et à 16 heures, mes enfants donc, rentrent de l'école. J'essaie de passer un maximum de temps avec eux pour pouvoir repartir au second entraînement. Elles ont quel âge tes filles? 8 ans et 4 ans. Ok, c'est un gros boulot ça aussi. Ouais, c'est un gros boulot. Ok. Euh, quelle importance tu accordes à la préparation mentale aussi? Parce que tous les sportifs, on en parle régulièrement, il y a une préparation physique et il y a aussi une préparation mentale. J'en accorde pas réellement, pour être honnête avec toi. C'est Je suis trop pas drôle. trop, ouais, je suis pas trop adepte de ce genre de choses. Certains en ont besoin, enfin, je le sais, j'en suis conscient, mais je ne partage pas cette idée-là. Pour moi, le mental, il est forgé depuis ton enfance. Ouais. Tu vis des choses plus ou moins importantes dans ta vie, donc t'as pas besoin de te forger un mental on va dire sur une période précise, parce que tu t'es formé toute ta vie finalement. Ouais, d'accord, je comprends. Comment tu gères la pression? Parce que plus ça va, plus le MMA est médiatisé. Ouais. Comment tu gères la pression médiatique et l'attente de tes fans avant un combat important? Est-ce que tu penses aux gens qui te soutiennent ou tu penses plutôt à toi, ta compétition Moi, je et- pense énormément aux gens qui me soutiennent. Ouais, je suis vraiment un gars du peuple. J'aime beaucoup être proche de mon public. J'aime beaucoup, voilà, avoir un certain rapport avec les personnes qui me soutiennent. Donc, bien sûr, je déteste décevoir qui que ce Ok, soit. Donc, je me donne à fond et je pense souvent tout le temps même, à rendre fiers les gens qui me. tes proches. Ouais. T'as un rituel avant un combat, un rituel le jour du combat? Est-ce que t'as des choses? Certains, ils disent qu'ils aiment bien écouter de la musique, d'autres, aller voir certaines personnes avant. Ouais, dans ça fait partie pour moi de plus ou moins la préparation mentale un peu, tu vois. Et Ouais, je donne pas d'importance à ce genre ok. de choses. Je me dis que je m'entraîne toute l'année, je me prépare toute l'année. J'ai pas besoin d'avoir un talisman dans la poche ou d'avoir Ouais, bien un sûr. truc spécial qui fait que je serai bien ce jour-là. Tu Non, tu t'es entraîné largement assez pour être. Tu ouais, sais ce que tu vaux sur le ring ouais, et. exactement. J'ai Enfin, pas dans la besoin d'autre cage. chose pour. Ok. Aujourd'hui, tu gagnes ta vie en tant que joueur de MMA? C'est ton Combattant métier? MMA, c'est mon métier principal. Après, j'ai des sponsors à côté. Hmm. Donc, on va dire, mis bout à bout, c'est C'est assez ce qui. intéressant pour Pour pouvoir en pouvoir vivre. vivre. Ouais. Ok. Comment tu t'arrives à, on en a juste parlé un tout petit peu avant, mais comment tu arrives à concilier ta vie personnelle, donc ta femme, tes enfants, et aussi ta vie de combattant qui exige de partir à l'étranger, de se déplacer régulièrement? Tu arrives à gérer les deux facilement, ou des fois tes enfants peuvent te manquer quand tu es loin?
Et la question, c'est est-ce que j'ai le choix? Ah ouais, c'est ça, c'est Est-ce vrai. que j'ai le choix? On en revient au principe de base philosophique. Je n'ai pas le choix. Les épreuves, j'en ai vécu depuis que je suis tout petit. Je continue à en vivre et c'est comme ça que j'avance. En fait, je me dis une vie où tout va bien, c'est pas normal. C'est que c'est pas normal, tu vois. Donc moi, je jongle entre père de famille, combattant, je suis fils, tu vois, enfin, Hmm, je suis plusieurs casquettes, quoi. Et j'aime bien cette énergie, quoi. ok. Est-ce que ta femme, elle regarde tes combats quand tu te combats sur un ring? Ouais, bien sûr. Ma Elle les femme, regarde à la télé elle ou regarde, directement dans la non, salle? elle est même déjà venue à des combats. Ok. Et si je combats à l'étranger loin, par contre, oui, elle regardera la Ouais. télé. Et elle t'a déjà dit qu'elle avait peur lorsque tu combattais ou est-ce que Ouais, ouais, elle m'a même déjà dit une fois, ah, je te sens pas prêt, tu t'es pas entraîné sérieusement, n'y va pas? tu vas perdre ce combat. Et c'est le jour où j'ai mis KO le Brésilien, d'ailleurs, Clayton Silva. Donc, au contraire, ça me motive, en fait, d'entendre ce genre de choses, tu vois. Moi, je suis le genre de personne, je n'aime pas avoir de tendresse, tu vois. J'aime pas que ma femme, elle se déplace à mes événements, par exemple. Ok. Parce que ça ajoute de la tendresse que je n'ai pas besoin du jour de combat, tu Ouais. vois. Au contraire, on est là pour performer, pour être plus ou moins méchant, en tout cas, dans cette cage, le temps du combat. Et je veux pas de tendresse. Ouais. Et c'est pour ça que tu vois qu'en fait mentalement quand même tu te prépares à un rituel de je veux pas de tendresse parce que là il faut que je sois un lion en cage et je suis là pour tout donner face à mon adversaire. Ouais, après, j'aime pas le mot rituel, en fait, parce que Oui, bah, quand bien même elle serait là, bon, oui, ça va pas changer. ça Enfin se là, passerait comme ça. ça ne va pas changer ma performance. Je sais pourquoi je suis là. Mais on sait ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Ok. On va parler un peu de tes expériences et des anecdotes que tu peux avoir autour de tous les combats que tu as pu faire. Il y a une longue partie de questions que j'ai préparées. Euh, donc, tu as combattu dans plusieurs pays, plusieurs organisations aussi. Ouais. Euh, Quelle expérience t'a le plus marqué jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu as un combat qui t'a le plus marqué ou... Ah ouais, ça c'est trop intéressant. Je me suis fait défoncer une fois en Angleterre. Ok. Un combat, c'était un entraînement ou c'était un... Non, c'était un combat. C'était un Ok, combat. Je venais d'intégrer la Bulgarian Top Team, donc mon ok, équipe de management. Et voilà, le deuxième combat qu'ils me donnent. Donc le premier combat, je n'étais pas encore intégré à l'équipe. J'étais en Thaïlande en train de m'entraîner en Thaïlande. Donc le Guillaume Péché, donc qui est maintenant mon manager, m'écrit à l'époque. Il me dit, écoute, Amine, tu peux faire tes tests si tu veux. J'ai un combat pour toi dans un mois en Suisse. Bon, bref, j'accepte le combat, je vais en Suisse, je gagne ce combat. Et ensuite, donc le manager en question, Guillaume Pelletier, il me propose, écoute, tu as fait une très belle performance, je te propose de rentrer dans mon équipe de management. Je dis, ok, on commence quand? Il me dit, bah tiens, tu as un premier combat là dans 2 semaines en Angleterre pour une ceinture. En fait, il y avait un gars qui était déjà prévu, il s'est blessé en dernière minute, ouais. il me restait 2 semaines pour faire le poids. Donc voilà. Moi, à cette époque-là, j'étais un peu à gauche à droite. En fait, j'étais sur plein de choses en même Ouais. temps, mais je m'entraînais, hein, mais pas super sérieusement. Et j'accepte le combat. Je dis, écoute, on y va et tout. Je me suis dit, bah, vas-y, je vais y aller, je vais gagner. Et écoute, enfin, gros revers, quoi. J'y vais, je me fais défoncer Ah ouais. par un Anglais. Et je vois pas le jour du combat. Je perds ce combat donc à la décision, mais il m'avait littéralement marché dessus. Donc c'est en 5 rounds là? C'était en 3 rounds. 3 rounds? Ouais, c'était en Et donc trois pendant 3 rounds. rounds, tu te fais marcher Je dessus me fais et... marcher dessus et je prends conscience vraiment et je dis waouh, là faut que je me remette au travail et faut que je travaille vraiment enfin, faut que je reste vraiment sérieux dans la préparation parce que Donc pour toi, ça faisait un moment que j'avais pas connu la défaite ouais. et là connaître une défaite comme ça, c'est un bon coup de fouet pour se remettre au travail quoi. Pour toi, t'avais pas assez travaillé ce combat, enfin travaillé en amont. Déjà d'une, je l'avais accepté en short Ouais. notice, donc 2 semaines avant. Pour faire le poids à 70 kilos, j'avais même loupé la pesée. Ouais. Et même en termes de combattant, j'étais pas au top tous les jours à l'entraînement, etc. Donc, Ok. Est-ce que tu as un combattant de MMA qui t'inspire le plus? Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre? Ouais, Georges Saint-Pierre, j'aime trop. Franchement, Ok. c'est la classe, c'est la Ouais. réussite, c'est, euh, c'est les valeurs. Ouais. Je trouve que c'est trop intéressant. T'as écouté son épisode sur Légende avec Guillaume Play ou...
Pas Il a du donné tout. une interview sur Légende avec Guillaume Play. Ok. Je l'ai écouté plusieurs fois Ouais. et vraiment très très cool ce gars-là. Enfin, je le connais pas, mais Ouais. personnellement, mais il a des valeurs Ouais. et surtout, il disait dans cette interview qu'il aimait pas se battre. Ouais, Alors que. ouais, non, je connais un peu son histoire. On en a parlé un peu plus profondément la dernière fois avec Franck Gastambide. Hmm. On était invité sur l'événement donc Hexagone Ouais. au Zénith à Paris. Pour sa série sur Netflix. Ouais, exact. Non, 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 il y avait l'événement Hexagone, Ah oui, c'est oui. l'organisation pour laquelle je combats Je le pense, 1er février. Et il nous avait invités au Zénith de Paris pour une grosse carte. Donc voilà, il y a Franck Gastambide qui est là-bas et donc on parle un peu de sa série La Cage, etc. Et à un moment, je pose la question sur Georges Sapir et il me dit c'est trop ce gars-là, c'est trop ce gars-là. Ouais. Et c'est vraiment, tu vois, il incarne la gentillesse, les valeurs et beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a un adversaire, à contrario, en qui t'es particulièrement impressionné dans ta catégorie, je veux dire, où il n'y a aucun adversaire qui te fait peur? Ouais, personne qui me fait peur. Il n'y a personne qui me fait peur. Chacun a ses bagages, comme on Ouais. dit. Chacun voilà, ses atouts et on va dire, et ses défauts, quoi. Mais non, personne ne fait peur. Chacun a sa façon de voir les choses. Ok. Est-ce que tu as une anecdote amusante ou surprenante à nous raconter sur ta carrière, sur peut-être un entraînement, un combat, quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête, là, comme ça? Comme ça, qu'est-ce qui me vient en tête? Un truc que tu racontes régulièrement quand on te rencontre, ou alors tu y réfléchis et on y revient un peu plus tard. Franchement, il faudrait que j'y réfléchisse parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça fait, ça fait 15 ans que je suis dans ce sport, donc Ouais. j'ai vu énormément de choses, mais je sais pas, ça pourrait être les pesées, les combattants qui font un malaise avant de monter Sur la balance. sur la balance. Ça peut être les récupérations après peser, voir ce que les gens ils se mettent, comment ils mangent. Ouais. Euh, La pesée, enfin, on y reviendra juste un peu après, mais hmm. la pesée, c'est la veille du combat ou comment ça se La passe? pesée, c'est la veille du combat pour C'est- pour les professionnels et pour les amateurs, c'est le jour même. Ah, et c'est le jour même, d'accord, ok. Et on reviendra sur la pesée parce qu'il y a toute une partie de perte de poids Ouais. et tout ça, donc c'est intéressant de savoir comment toi tu gères ça. Hmm. Il y a une ceinture que t'as pas eue, car ton adversaire, si j'ai bien trouvé, t'avais battu à l'époque, il était dopé. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Alors, non, tout n'est pas Pas vrai, vrai. d'accord. C'est que en fait, on avait combattu pour une ceinture. Le résultat de ce combat était un match nul. Ah ok, d'accord. Donc la ceinture est restée vacante. Et ensuite, quelques temps après, il s'est avéré que l'AFLD, donc l'agence antidopage, l'aurait attrapé pour dopage. Ok. Mais voilà, ça ne change rien au résultat de la ceinture qui s'est soldé par un match nul. Ouais. Et là, quand c'est un match nul, mais tu peux Prétendre faire à... une réclamation pour avoir cette ceinture ou pas, ou c'est le résultat restera toujours le même? Alors, étant dopé, enfin étant en tout cas jugé dopé Ouais. par l'agence antidopage, en principe, ouais, le résultat en fait est changé comme si c'était moi qui avais eu la victoire en fait, tu Ok. vois. Donc je pourrais être prétendant à cette ceinture, mais je suis pas quelqu'un qui aime trop faire Non. Tu veux gagner sur le. Ouais, exactement, je veux gagner avec honneur, pas Ok. avec ouais, il est dopé donc D'accord. je réclame. Non, ça je laisse ça aux autres. Moi, je me bats pour obtenir ce Et que j'ai. Est-ce que pendant le combat, quand tu combats contre lui, tu te rends compte qu'il est dopé pendant le combat ou c'est après le combat quand il est jugé pour dopage? Mais est-ce que toi, pendant le combat, tu te rends compte qu'il y a un truc qui est pas normal? Ou pas du tout, il combattait Écoute, franchement, c'est une partie qu'on a, maintenant ça fait quoi? Ça fait, je pense, 2 ans. On est revenu pas mal sur ce sujet-là, tu vois. J'ai même plus envie de tirer Ouais. sur son dos ou quoi, tu vois. Moi, Mais on le cite pas. Enfin, ouais, non, je sais, on le cite pas, mais les gens vont Oui, bon. reconnaître on parle de qui. Et voilà, je pense que les Ok. choses ont été dites depuis un Ouais. petit moment. Comme tu disais, le MMA, il n'a pas toujours été reconnu en France. Est-ce que ça a changé ta vie depuis que le MMA maintenant est légalisé en France? Ouais. Est-ce que ça change la façon de combattre, la façon d'avoir des dates? Ouais, carrément. En fait, ça nous offre une possibilité vraiment élargie comparé à avant. Notamment les sponsors, ils sont bien plus présents. Mm. L'image, lorsque je marche dans la rue, les gens me reconnaissent, alors qu'avant c'était un sport qui était un cercle fermé. Maintenant c'est du mainstream, ça veut dire en gros, t'allumes RMC, tu peux voir ma tête à la télé, tu regardes sur YouTube, bah voilà, les combattants on est mis en avant, et donc ça a changé beaucoup de choses. Ça n'a plus rien à voir, franchement, on est reconnu à notre juste valeur.
Et c'est arrivé en France parce qu'on a de plus en plus de combattants de MMA français qui essayent de démocratiser le sport, ou c'est pour d'autres raisons que... On va pas se mentir, hein, je pense que c'est l'argent qui domine ce monde, donc, Ouais. l'argent en fait partie. C'est un sport qui génère beaucoup d'argent Beaucoup de via les sponsors. publicités, via le sponsoring, via ne serait-ce que les entrées, les tickets, etc. Donc voilà, je pense que le premier point, la France a bien compris qu'il y avait de l'argent à faire avec le MMA. Et, euh, et voilà, et puis par-dessus ça, on ajoute les athlètes français qui performaient dans les grosses ligues. Forcément, ça y est contribué. Notamment Cyril Gane, j'ai envie de te dire. Oui, bien sûr. Euh, J'aimerais qu'on parle de tes combats. Est-ce que la veille d'un combat, tu arrives à dormir facilement, ou alors tu te fais tous les scénarios possibles, inimaginables de s'il fait ça, je vais faire ça. Non, alors la veille, je dors comme un bébé, ça y a pas de problème. Surtout que le matin même, je me suis réveillé très tôt pour pouvoir faire le poids avant la pesée, etc. Donc le soir, il n'y a pas de problème, je dors super bien. Mais c'est la petite sieste d'avant de partir à l'arène Ok. qui me fait justement réfléchir à tout ce qu'on a pu voir pendant la préparation, comment le mettre en place, etc. Ok. On dit dans plein de sports qu'on joue au basketball, on joue au football. Est-ce qu'on joue à la bagarre? Non, non, je joue pas au MMA. Franchement, certains combattants ont eu des blessures très graves. Ouais, Moi aussi, pendant un combat, j'ai eu l'orbite ici, le plancher orbital fracturé. ouais. Donc ça m'a pris plusieurs mois. C'était très très compliqué. Il y a beaucoup de blessures qui arrivent en combat ou à l'entraînement. Donc non, avec ce sport, on ne joue pas, hein. Ouais, c'est vraiment dangereux, hein. Ouais, on met notre vie en jeu et c'est pour ça on a une durée limitée, on va dire. Ouais. Nous, les combattants, voilà, Faut être vraiment un frappadingue on a pour... on a une DLC un peu, tu vois, vraiment Ouais, c'est une clair. date limite de consommation et arrivé à 35-36, généralement on n'est plus en état De de combattre. pouvoir combattre. Et tu penses qu'après, tu gardes des séquelles de certaines choses? Tu gardes des séquelles, bien Ouais. sûr. Moi, par exemple, mes mains, j'ai fait 6 infiltrations à la main droite, Ouais. 4 à gauche, et lorsque je mets la clé dans ma voiture, j'ai mal, par exemple, tu Ah vois, ouais. c'est à force de taper, ça crée des micro-traumatismes au niveau des métacarpes, etc. Et Ouais, il c'est n'y a rien sûr. à faire, quoi. Toute ma vie, j'aurais mal, en fait. Finesse, Tu ouais. vois, ça, c'est un exemple, hein. J'ai les genoux, Bien sûr, ouais. y a tout, Et quoi. Cyril Gane aussi, c'est pareil. Il disait que sa main, il a eu plusieurs fractures Ouais, au niveau ouais, de la ouais, main. ouais, ouais, Et ouais. elle est complètement déformée, en Ouais, fait. bien sûr, non, mais c'est Euh, très, très violent. et, euh, et surtout, Cyril Gane, je sais pas, enfin, c'est encore plus de puissance, puisqu'il est plus Parce lourd. qu'il est poids lourd, hein. Donc, Ouais. il fait combien? Il fait le double de ton... Non, peut-être pas le double, mais pas loin, hein. Pas loin, ouais, pas loin. Moi, je suis pesé à 70, lui est à moins de 120, donc Ouais, moins de on est 100, pas loin. putain. Euh, les semaines qui précèdent un combat, est-ce que tu regardes tes anciennes vidéos à toi, de tes combats? Est-ce que tu regardes les anciennes vidéos de tes adversaires pour analyser tout ça en vidéo avant un combat, est-ce que tu analyses des combats? Alors, on analyse les combats de l'adversaire, ça c'est sûr, pour savoir comment il fonctionne, est-ce qu'il évolue entre les combats, et qu'est-ce qu'il a changé, enfin tout ça. Après, les miennes, pas forcément. En tout cas, je préfère analyser les combats que j'ai perdus que ceux que j'ai gagnés. Et tu analyses ça avec qui? Avec ton coach? Ouais, Avec ouais, c'est ça. préparateur physique? Non, j'ai mon head coach Ok. Johnny Frachet qui lui est à Paris et que je rejoins pendant ma préparation à Paris. Quand tu dois rentrer dans la cage, dans quel état d'esprit tu es? Est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu ressens de la peur? Dans quel sentiment t'es? Concentré. Ok. Ouais, vraiment avec un mot, c'est tuer ou être tué. Vraiment, c'est voilà, c'est lui contre moi, c'est un tête-à-tête entre deux personnes et voilà que le meilleur gagne et que celui qui est le mieux préparé remporte cette victoire. Pas de peur avant de rentrer sur un ring? Non, non. Georges Saint-Pierre disait ça, hein. Il Ouais. disait qu'il avait peur à chaque fois qu'il rentrait sur un Ah ring, ouais, je sais, mais qu'à mais la fin, il savait comment il s'était entraîné et qu'il savait qu'il allait le battre quoi qu'il arrive. Mais ouais. il avait quand même peur, hein, il disait. Bah en fait, on a vraiment j'ai beau vraiment aimer ce combattant, tu vois, et sa vision de voir les choses, mais on est deux tempéraments totalement différents, Mm. tu vois. Lui, il a commencé le sport parce qu'il se faisait taper. Mm. Moi, je l'ai commencé pour me canaliser, par exemple. Tu Ouais, vois, c'est ça. tu vois, on a deux tempéraments, je pense, totalement différents, mais
Mais respect à sa façon de penser. Moi, je n'ai peur absolument de rien. Je me rends dans cette cage. Mon travail il est déjà fait depuis tant de semaines. Mm. Donc, je viens uniquement pour performer et pour pouvoir mettre à profit tout ce que j'ai travaillé. Ok. Entre les rounds, 3 rounds ou 5 rounds, on voit vos préparateurs physiques ou vos préparateurs, enfin vos coachs, vous masser des fois les bras, vous mettre de la glace au Ouais. niveau des arcades, enfin voilà, vous soignez donc. À ce moment-là, ils te disent des choses, des consignes, parce qu'eux, ils ont vu le combat de l'extérieur. Est-ce que toi, tu arrives à les écouter ou tu es dans l'adrénaline et tu es encore dans ce qui s'est passé le round précédent, le round qui va se passer le round suivant, ou est-ce que tu les écoutes vraiment? Un mix des deux. Ouais, Ok, franchement, un mix des deux. J'essaye vraiment d'être à l'écoute, parce que forcément, ils ont un œil bien extérieur, sûr. donc ils savent ce qu'ils voient. Mais j'essaye aussi de me projeter dans le futur round et via mon jugement personnel, voir qu'est-ce qui pourrait marcher en complément de ce que me disent les coachs. Parce qu'il y a la salle aussi, il y a le bruit de la salle, il y a le Ouais, bruit des... Enfin, il y a pas mal de choses. ouais. D'ailleurs, ils te disent quoi, les coachs, à ce moment-là? Ils te disent ce qui a pêché au round précédent, comment tu devrais attaquer le round suivant? Euh, Ça dépend du déroulement du round, on va dire. Ouais. Ça dépend du déroulement, mais souvent on se projette plutôt sur ce qu'il y a à faire dans le futur plutôt que hmm. revenir sur le passé. Oui, c'est sûr. Tu Pendant le vois. combat, c'est peut-être plus Ouais, judicieux exactement, ouais, d'aller exactement. vers l'avenir. Euh, Est-ce que pendant un combat, c'est une question là que moi je me posais personnellement et je pense que d'autres peuvent se la poser. Est-ce que des fois pendant un combat, tu as l'impression que le temps s'arrête? Par exemple, si tu es bloqué contre la grille, que on voit des fois que les combattants ils t'amènent vers la grille et tu es bloqué. Ouais. Et donc là, c'est un moment de lutte debout, on va dire. Est-ce que des fois, tu as l'impression que le temps s'arrête? Ouais, un Euh, petit peu. Un Parce petit que peu. c'est vraiment, des fois, c'est des secondes pour nous qui vont être. Tu vas être 10 secondes contre la grille, mais est-ce Ouais, que pour pour toi, moi, ça c'est peut pas une paraître une éternité? éternité. Ouais, si, ça dépend, surtout quand on est en position un peu où qu'on est contrôlé. Donc, Ouais. ouais, c'est vrai que ça Ou peut même au arriver. sol, des fois. Même au sol, ouais, ouais, l'autre, il peut avoir une position plus ou moins efficace, il peut te taper, etc. Ouais, ça, c'est vrai que ce sont des longues secondes interminables. Toi, t'es plutôt. Tu préfères être debout et donner des coups de poing ou des coups de pied, ou tu préfères être au sol et faire de la lutte? Je préfère être debout et me battre debout. Ouais. Ok, parce que. Mais par contre, c'est une vraie stratégie d'aller au sol aussi. Enfin, des fois, on voit que selon si t'es épuisé ou pas, tu dois aller l'amener au Ouais, sol c'est pour. ça. Ouais, ça dépend, ouais, ça Mais dépend de la stratégie qui est prévue. Et ouais, d'accord. Parce que le sol, c'est hyper physique, mine de rien. Enfin, on voit que vous êtes en train de... faut contrôler tous les membres de l'adversaire. Ouais, Donc vous êtes gainé de partout, en fait. ouais. Parce que si tu lui libères un bras, il peut aller choper quelque chose Ouais, c'est et... ça, mais détrompe-toi, parce qu'en vrai, au sol, on est censé être habitué de tourner au sol. Donc Ok, normalement, la pression qu'on met, elle est censée fatiguer plus l'adversaire que nous qui sommes en contrôle sur lui. ok, Tu vois, alors que debout, c'est deux personnes qui sont en mouvement, et on est toujours sur le qui-vive pour faire attention au coup qui peut arriver. Donc mentalement, on est peut-être plus fatigué debout que être en contrôle au sol. ok. Et t'aimes bien donner des coups de pied ou tu préfères donner des coups de poing? Ça dépend de comment... Je suis plutôt coup de poing. Ok. Ouais. Et pour mettre plus rapidement un adversaire KO, c'est quoi? C'est taper dans la mâchoire ou taper... Alors, là, on va parler plutôt scientifiquement. Ce que Ouais, la science a démontré, c'est qu'à la pointe de la mâchoire, c'est là où vraiment le nerf passe pour pouvoir couper le circuit, comme on m'a dit, ok, d'accord. éteindre la lumière, quoi. Ouais. Ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui marche le plus. Après, il y a derrière l'oreille aussi, ça fonctionne bien. Au niveau de la tempe, ici, ce sont des endroits vraiment qui sont assez sensibles et que le cerveau se met hors circuit, quoi. Pendant le combat, quand tu es en train de combattre face à ton adversaire, à quoi tu penses? Je pense à performer. Ok. Performer, ça fait plusieurs fois que tu dois entendre ce mot Ouais, depuis non, le non, début de mais... l'interview et vraiment performer, c'est quelque chose qui est super important, je pense, à prendre en compte. En tout cas, moi, c'est un mot qui me parle en fait. Ok, C'est un mot qui me parle. Je suis là pour performer. C'est comme ça que je ne sors pas de mes. Tu vois, voilà, je pense que c'est le mot je comprends. qui doit décrire comment prendre ce combat. Ok. Lors de ton dernier combat, là, c'était en novembre 2024. Ouais. Tu combats Estabili Amato. Ouais. Et tu mets un coup de pied retourné qu'il sonne. Donc tu lui mets un coup de pied au foie, je crois, Ouais. Ça. qui l'amène au sol. Et on compare ton geste à Joe Jones. Ah oui, parce qu'il l'a fait une semaine avant. C'est ça, ouais. Ça te fait quoi qu'on te compare à Joe Jones?
J'ai pas envie de dire qu'on me compare à John Jones. Enfin, je pense que c'est juste le mouvement qui a été comparé, pas la personne ou le combattant. Mais c'est bien, ça fait plaisir parce que Ouais. je vois que même enfin, entre l'élite, donc le très haut niveau comme John Jones et le haut niveau comme moi, il y a des mouvements qui sont donc similaires et en fait, il y a vraiment un truc basique qui est bien fait, bah ça passe en fait, tout simplement. Et donc là, tu lui donnes un coup de pied au foie. Ouais. Donc, on voit qu'il a mal hein, Ouais, dans le combat. franchement, j'ai revu sur Ouais. les photos d'après-combat, on le voit en fait, et c'est pas vraiment au foie, c'est plus au plexus, Ok. et qui rentre vraiment au fin fond de sa cage thoracique, et Donc ça lui coupe le souffle. ça lui coupe le souffle directement, il se jette au sol pour pouvoir ne pas prendre la tempête debout, et j'en profite pour pouvoir l'asséner de quelques coups, pour que l'arbitre finalement Arrête le combat. ça. Et c'est ce qui se passe. Donc tu arrives au sol pour l'enchaîner de coups. Ouais. Et l'arbitre arrête le combat à ce moment-là et tu gagnes donc le combat. C'est ça. C'était assez impressionnant. Enfin, en tout cas, j'ai regardé ce dernier round là où tu lui mets ce coup de pied. Enfin, c'était en combien de rounds? premier round. C'était au premier Ouais, round. au premier round. Premier round, ouais. Donc assez rapidement. Ouais. Le jour de notre tournage, là, on est à pas loin de 10 jours de ton prochain combat. Donc, tu combats à la maison, combat au Zénith de Nantes, donc sous la licence Hexagone, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça te fait quoi de combattre à la maison? C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je me suis battu pendant tant d'années pour pouvoir combattre chez moi. Donc voilà, c'est vraiment une consécration. Tu seras le dernier combat Oui, je serai la tête d'affiche. La tête d'affiche. Ce qu'on appelle le main event, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est qui ton adversaire? Tu le connais déjà? Ouais, c'est un Brésilien du nom de Pedro Sousa. Ok. T'as déjà combattu contre lui? Non, jamais. Ok. Mais je l'ai déjà vu combattre. Ok, tu l'as déjà vu combattre. C'est quoi son palmarès? Il a combien de victoires, combien de défaites? 15 victoires, je crois, pour 6 défaites ou un truc comme ça. Il y a 10 combats pendant cette soirée, là, le 1er février. Il y a de tout, il y a des combats amateurs comme des combats professionnels. Comment ça se passe? Amateur, je suis même pas sûr qu'il y a Ouais. une... Enfin, peut-être, je sais Non, même je pas, sais pas, en fait. Ouais, j'ai pas Mais, encore la carte. Enfin, en je fait- n'ai pas la carte sous les yeux. Mais c'est possible qu'il fasse un ou deux combats peut-être amateurs en ouverture de carte. Ton poids normal de tous les jours, on va dire, c'est 84 kilos, je crois, Ouais. c'est ce que j'ai trouvé. Et toi, tu combats sous les moins de 70. C'est ça, Donc en gros, il faut perdre plus de 14 kilos Ouais. avant un combat. c'est ça. Comment tu fais pour les gens qui nous voient? Moi, j'ai vu dans ton reportage, t'as fait un reportage sur YouTube. Ah oui, c'est vrai. que Écoute, j'ai vu. ouais. Et on mettra la vidéo de ton reportage, C'est c'est ce que extraordinaire. j'allais dire. Vous voulez voir comment Ouais. on perd 14 kilos en quelques semaines? Bah, allez checker la vidéo YouTube sur Amin Ayoub. On le mettra dans la Amin Ayoub. description. Non, Amin Ayoub sur YouTube, il a fait un reportage extraordinaire de son dernier combat et il montre la préparation physique. Donc je sais, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu là comment Ok, ça se alors on passe? va prendre les grands points. Déjà, ça commence donc quelques semaines avant, notamment entre 8 et 10 semaines. Et je regarde mon poids. Je suis à 84 kilos. Donc là, je prends contact avec mon nutritionniste, qui s'appelle Antoine, donc c'est un Parisien. Ok. Sa société s'appelle Lift It, et en fait, il s'occupe de mon suivi donc hors préparation, pour pas que je monte trop haut. Il me réajuste ce suivi donc diététique quand je rentre en préparation. Là, il me dit, ok, Amine, tu es à plus 14, donc il y a 14 kilos à perdre. On va commencer par cette phase-là, avec tant de protéines, ceci, cela, tant de lipides. Et passe à Paris, je te fais ta glacière, d'accord? Donc là, on peut voir, donc, notamment dans le reportage, je le rejoins dans son bureau à Paris. Je récupère ma glacière, donc, qui se constitue d'environ une cinquantaine de plats diététiques qui sont prévus donc, pour ma préparation. Dans ces plats-là, il a fait en sorte de tout gérer. Donc, ouais, c'est ça, tout est calculé, les apports protéiques, les glucides, etc., etc. Donc, je mange ses plats, je suis son programme, mon poids descend. Arrive un certain moment, on fait des checks, on fait des petits checkings en fait, toutes les 2 semaines, on va dire, pour savoir le poids il en est où. Ok, donc là, tu as trop perdu, on va ralentir un peu, tu peux continuer de manger un peu et augmenter quelques calories. Là, on perd pas assez. Là, on va réduire les glucides. Là, ce soir, tu arrêtes les glucides. Là, tu vas faire un petit jeûne le soir. Tu mangeras que le lendemain midi, etc. etc. C'est vraiment, on régule ça et j'ai un vrai suivi hebdomadaire, en tout cas, avec Antoine. Maintenant, la pesée arrive. On va dire qu'on a une semaine de la pesée. On va entamer une phase de surhydratation.
Donc là que je vais commencer d'ailleurs bientôt. Ouais, là, Ouais, ouais, ouais. Et la phase de surhydratation, donc c'est vraiment, j'achète des packs de bouteilles d'eau et je m'enfile c'est entre 6 et 8 litres par jour waouh. pendant quelques jours. Donc là, j'habitue mon corps à recevoir énormément d'eau sans pour autant prendre du poids en fait, parce que finalement c'est que de l'eau que je vais Un aux litre, un toilettes. kilo. Ouais, c'est ça, je vais aux toilettes après, Ouais. on va dire, je l'expédie. J'expédie. Donc voilà, j'habitue mon corps pendant 4 à 5 jours comme ça, et ensuite va venir la phase de déshydratation. La phase de déshydratation, je prends les grandes lignes rapidement, mais on va couper donc le sel, tout ce qui est sodium, etc. On va couper les glucides aussi. Savoir que 1 gramme de glucides, ça retient 2,8 grammes d'eau. Donc, Ok. suffit que tu manges 100 grammes de glucides, tu as 300 Ouais. grammes que tu pourras pas perdre parce que L'eau ça. restera dans ton corps. Exactement. Donc, on enlève le sel et les glucides et on va entamer une phase de déshydratation qui va se traduire par des phases au sauna, au hammam et au bain chaud. Et, Et alors, le bain chaud, j'ai vu, mais quand tu dis sauna hammam, c'est la sorte de couette qu'on voit autour de toi, là, ouais, tu ça c'est restes un dans un sauna truc. portable. Ouais. Ça c'est comme un sauna portable, ouais, C'est c'est ça. pour les hôtels quand tu es à Ouais, l'extérieur. c'est ça. Quand les hôtels n'ont pas de sauna, vraiment, tu sais, les grands saunas et tout, là, bah, on apporte un petit sauna portatif, c'est ce qu'on appelle. Et dans ce cas-là, Et là, tu restes combien de temps dans cette. bah là, je me fais des sessions, en fait. Avant de rentrer dans ce sauna, je me fais des sessions je me fais une session de sudation déjà, donc avec un kawaii, Ouais. une crème qu'on appelle Sweet Sweat pour pouvoir ouvrir les pores et transpirer plus vite. Et ensuite, dans le sauna, je me fais des sessions de 10-15 minutes et plusieurs fois, tu vois. Et Je là, le rentre, but, c'est de perdre de l'eau un c'est maximum transpirer un max, transpirer un pour max, enlever transpirer toute un l'eau de max. ton corps. C'est ça, on en vient à la phase de déshydratation. Donc l'accumulation de ces choses-là, donc sauna, sudation, enfin tout ça, ça crée vraiment une perte de poids drastique et voilà. Et donc, majoritairement, c'est de l'eau que tu perds. C'est de l'eau, bien sûr. C'est ça. Ouais. Et on te voit, c'est quand même très éprouvant, là. On te voit dans le reportage, enfin, je vous conseille d'aller voir, hein, mais dans le reportage, tu es en train vraiment, on dirait que tu souffres. Ouais, c'est un truc de ouf en fait, parce que voilà, c'est physiologique, hein, on va dire, hein, c'est prouvé scientifiquement, mais perdre 1 kilo de transpiration, donc un Un kilo litre. d'eau, ça équivaut à perdre 30% de performance. Ah oui. Donc, tu vois, dans les stats, c'est normal qu'on est mort, parce que Ouais. quand j'ai 4 kilos à perdre, bah, finalement, il me reste plus rien. Ouais, c'est clair. Plus d'énergie. Ah non, mais c'est vraiment fou. Enfin, moi, quand j'ai regardé le reportage là, la semaine dernière, je me dis, mais c'est un truc de dingue ce que tu t'infliges pour arriver à ce poids-là. C'est quoi la stratégie? Pourquoi tu combats? Pourquoi tu fais tout ça? Est-ce que tous les combattants le font, de cette perte de poids pour arriver à moins de 70? Ou pourquoi tu combats pas à moins de 90? Je sais pas. Enfin, Ça, c'est l'éternelle question qu'on s'est tous posée, en bah vrai. oui. C'est vrai, hein, pourquoi est-ce qu'on se fait du mal comme ça? Ben, je sais pas, un jour, il y en a un qui a dû se dire je vais profiter de cette pesée la veille pour pouvoir mettre mon corps dans le mal et avoir un avantage physique sur mon adversaire. Cette première personne a dû le faire. Donc, il était pesé à 70, 10. il est remonté à 80 le jour du combat. Son adversaire s'est pesé à 70 et est resté à 70. Et il y avait une différence de gabarit de niveau. 10 kilos, Ouais. et ce qui a ouvert la porte aux phases de cutting, justement. Et donc, ces phases, en fait, maintenant, tous les combattants le font. Bah ouais, plus ou moins en fait, ils ont pas. C'est pas que. On n'a pas trop le choix en fait. Parce que sinon, Si on le fait pas, on part avec un désavantage. ouais, tu auras 10-15 kilos de moins que ton adversaire. Ouais, c'est ça. Et 15, ça se ressent c'est- après sur la puissance. Ouais, sur la puissance de la frappe et les phases de lutte. Ok. Ah oui, bah oui, quand t'es au sol, ça doit être. Le mec, il te met 10 Ouais, kilos ouais, de ouais, plus, ouais, ouais, c'est différent. c'est différent. Et donc, comme tu dis, quand t'as fait cette phase de pesée, donc tu te pèses à moins de 70, après, tu rebois, tu remanges pour reprendre. Tu reprends en un jour 10 kilos? Ouais. Ah, mais En c'est fait, dingue. exactement, on a environ 36 heures. Ah oui, La 30. pesée est à 9 heures le matin. On combat le soir aux alentours de 22 heures. Donc finalement, on a environ 36 heures pour pouvoir récupérer tout ce qu'on a perdu. Ok. Certains combattants, ils disent même que c'est plus dur que le combat lui-même, Ouais. de faire cette Ouais, phase. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un truc de dingue. C'est vrai. Euh, Parce que l'adversaire, t'as des solutions pour le battre, t'as préparé ça. Alors le coaching, c'est contre toi-même. Et donc ça, vraiment, tu fais combien de combats par an là? Enfin, depuis que... Ça dépend des années, Ça peut-être, dépend mais des années. mais, Au mieux 5, au mieux 5, ouais. au minimum 0. 2, ouais, 0. 1. Mais donc ça veut dire 5, si tu dois faire 5, tu dois faire ça 5 fois dans l'année, c'est Ouais. horrible. C'est horrible. Et à chaque fois que tu arrives proche d'un combat, enfin, c'est des choses par lesquelles tu veux pas passer, mais tu es obligé de le faire. Ouais. Ok. Il se passe quoi si tu n'arrives pas à descendre en dessous des 70 kilos?
Tu perds un pourcentage de ta prime. Ok. Mais tu peux combattre quand même? Si l'adversaire accepte. Ok. En fait, il y a deux choix. Tu loupes ta pesée. T'as ton adversaire qui est notifié donc de ton manquement à la pesée. Et on lui demande s'il accepte le combat. Donc voilà, imaginons tu as loupé de 500 grammes, tu es 500 grammes au-dessus. Il dit ok, j'accepte. Par contre, ça malheureusement, tu perds sur différentes choses, notamment ta prime, tu perds un pourcentage, donc ça c'est négocié dans le contrat. Selon les combattants, c'est différent. Tu ne peux pas accéder au Fight of the Night, donc ce qu'on appelle combat de la soirée, tu n'es pas éligible parce que tu as loupé la pesée. Et troisième cas, si tu es prévu sur un combat pour la ceinture, tu ne gagneras pas la ceinture si tu gagnes ce combat, car tu n'as pas fait le poids de championnat. Et si tu te rends compte à 1 heure de la pesée qu'il te reste 1 kilo, c'est mort en fait? Ou tu peux te mettre à sudation à fond pour essayer de perdre ce kilo? Ça dépend comment ça s'est passé en vrai. Hein. Ok, d'accord. Toi, tu as eu des moments de stress comme ça Poids? Ouais, sur le poids, disant je vais pas y arriver, je vais être plus lourd que ce que je dois. Ouais, j'ai déjà loupé la pesée. Ok, t'as j'ai déjà loupé la pesée, c'est vrai. C'est pas très professionnel, mais c'était en début de carrière. J'ai fait des erreurs sur. J'ai eu des manquements sur comment je m'étais informé pour perdre du poids, sur... T'étais peut-être moins bien entouré que maintenant aussi. Oui, largement. J'étais beaucoup moins bien entouré, mais aujourd'hui, voilà. là, on voit, t'as plein qui sont des amis peut-être, enfin maintenant devenus des amis en tout cas. Ouais. T'as plein de gens qui sont à côté de toi pour te préparer le matériel et tout ça. Ouais. Donc c'est hyper professionnalisé. Ouais, bien sûr. Et donc tu peux pas trop louper maintenant ce genre de choses. Quel conseil tu donnerais à un jeune aujourd'hui qui aimerait se mettre au MMA, comme toi à tes 15 ans, si tu devais donner un conseil à ces jeunes-là? Ça c'est très large. Franchement, si je dirais, si tu veux vraiment commencer, sois prêt à faire des gros sacrifices. Okay. Sois prêt vraiment à tout lâcher pour pouvoir performer. Parce que c'est pas un sport que tu peux faire à moitié en vrai. C'est soit tu t'investis à fond et donc tu mets tout en stand-by à côté et t'abandonnes tous les petits trucs que tu as à côté pour te mettre à 100% dans ce sport. Soit voilà, tu vas en faire un sport de loisir et tu n'as pas d'aspiration vraiment à monter très haut et auquel cas tu seras amateur. Tu seras un combattant moyen. Ouais. Okay. Mais si vraiment tu veux excéder et atteindre les hauts niveaux, si tu veux exceller, tu vas devoir faire des sacrifices et te mettre à fond. Te consacrer à ça. Ouais, te consacrer. Comment t'envisages, toi, ta reconversion après le MMA? Est-ce que tu as déjà des idées, même si c'est pas tout de suite, parce que tu disais 35 ans peut-être, mais 30. Là tu as 29, donc c'est dans 6 ans. Comment toi t'envisages déjà C'est marrant, on m'en parle souvent ça. Okay. On m'en parle souvent. Franchement, moi je suis un entrepreneur. Ça veut dire que j'aime prendre des risques déjà, dans un premier temps. Je me dis que, bon, en effet, il me reste peut-être 6 ou 7 ans dans le milieu du MMA, mais j'aimerais profiter justement donc, de toute cette image que j'ai pu travailler au fil des années, de l'argent que j'aurais engrangé aussi, pour pouvoir faire des projets immobiliers dans un premier temps, pour pouvoir réfléchir à pourquoi pas monter une structure et mettre mon nom au profit de cette structure pour pouvoir coacher ou vraiment faire un truc dans le milieu sportif quoi. Donc voilà, je suis plein d'idées et je me dis que la reconversion ne pourrait être que plus belle du fait que voilà, mon image a été travaillée pendant tant d'années, je performe depuis tant d'années, donc je me dis voilà, il y a différentes voies possibles et je suis ouvert aussi à d'autres voies possibles avec notamment des entrepreneurs s'il y en a qui ont des idées, il y a toujours des échanges intéressants on mettra tes réseaux sociaux aussi sur YouTube, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, où on pourra retrouver ton Instagram, ton LinkedIn et tout ça. Si les gens veulent échanger avec toi sur certains projets, on peut mettre en relation aussi certaines personnes. Moi, je suis très dans le milieu professionnel, donc ça peut se faire. C'est quoi tes futurs projets pour 2025, à part le combat dont on vient de parler, donc à l'Hexagone, 1er février, là, est-ce qu'il y a d'autres combats qui sont prévus déjà, ou est-ce que tu as des choses, des projets sur lesquels tu aimerais parler? Alors nous, on fonctionne step by step, hein. Vraiment, on prend ce combat et ensuite on voit, on réfléchit. Maintenant, le but premier, bien sûr, c'est l'UFC, à savoir que l'UFC, donc voilà, c'est la Champions League dans les MMA. Ils m'ont contacté il y a 1 an et demi pour faire l'UFC Paris. À l'époque, j'avais refusé et je me dis que maintenant, voilà, c'est le moment d'y entrer et de
et de faire ses preuves parmi les plus grands. Donc voilà, Donc la prochaine étape, là, c'est l'UFC. C'est ce qu'on veut en tout cas. Enfin, ce qu'on veut. Ouais. Et là, quand tu arrives à l'UFC, c'est vraiment les plus grands combattants du monde. C'est les plus grands combattants du monde, dans la plus grosse orga du monde, avec la plus grosse communication du monde. C'est vraiment... c'est la NBA pour le basket, quoi. Ouais. Et en moins de 70 kilos, c'est qui la star aujourd'hui C'est l'UFC? c'est Islam Makhachev qui vient de gagner il y a 3 jours. Et quelle nationalité? Il est dagestanais. Ok, d'accord. Et donc, tu pourrais le rencontrer si tu vas à l'UFC, ce genre de combattant? Alors, le chemin est assez long, hein, parce qu'il y a la catégorie 70 kg, c'est le plus gros roadster, hein, c'est vraiment là où il y a le plus de combattants. Ah, ok. Parce que 70 kg, c'est une catégorie finalement que dans le monde entier, les hommes pèsent ce poids autour de ça, quoi. Donc voilà, pour affronter Islam Makhachev, il faudrait faire, je pense, une série de beaucoup de victoires avec des combats spectaculaires, etc., etc. Donc voilà, ça c'est un roadster qui est mis en place et c'est Dana White, le boss, aux commandes de tout ça. Ok, trop cool. Bah, on espère en tout cas que tu arrives à l'UFC et que tu performes. Moi, c'est un de mes amis proches qui regarde beaucoup de MMA. Et quand je lui ai dit que j'allais t'interviewer, il était hyper content. Il m'a dit, vas-y, je veux absolument que ça sorte, j'ai envie de le regarder. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Alexandre Gier. Et d'ailleurs, vu que ça sortira après, je prévois peut-être d'aller le 1er février et donc je vais lui offrir la place. Trop bien. Qu'on vienne ensemble. J'espère qu'on pourra venir là pour le 1er février. Vu qu'en plus, c'est pile dans l'actualité, j'ai envie de voir ton combat. Carrément. Et on espère que tout se passera bien, mais il n'y a pas de doute, c'est sûr que tu vas gagner. On finit tous nos podcasts par un petit jeu. Je vais juste te dire un mot et à chaque fois tu me réponds par un ou deux mots par rapport à quoi ça te fait penser en fait. Vas-y, je t'écoute. T'es prêt ? Ouais. Octogone. MMA France. Ok. Premier combat. Belgique, perdu. Victoire mémorable. Barnaoui, Clayton Silva. Ok. Défaite. L'anglais en Angleterre. En Angleterre. Adversaire redouté. Adversaire Imran Kadiev. UFC. Futur. Futur, ok, super. Merci en tout cas, Amine. C'était super cool de te poser toutes ces questions. Je sais qu'avant l'interview, j'avais d'autres questions à te poser, mais des fois, j'oublie. Ouais. On fera peut-être un épisode 2 dans un an quand tu auras fait d'autres combats et on pourra parler de toutes ces actualités. En tout cas, c'était super cool de découvrir le MMA. Dernière petite question avant de se quitter. Sur tes réseaux sociaux et même dans plein de choses dans tes vidéos, on te voit avec un bandana noir. Oui. Est-ce qu'il y a une histoire autour de ce bandana ? Ah ouais, carrément. Je l'ai ramené en plus. Ah bah super. Je l'ai ramené, franchement, le bandana. Bah écoute, c'est vraiment... Tu sais, quand j'ai commencé le MMA, on m'a dit, pour se souvenir d'un combattant, il faut plusieurs choses. Il faut qu'il ait une gimmick. Donc déjà, vraiment un petit move qui fait que vas-y, on le reconnaît, ou un style de combat, ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit un combattant donc attrayant. On attend ses combats, on attend ses pesées, et il faut qu'il ait un petit truc à lui, quoi. Voilà. Moi, le bandana, je trouve, c'est ce qui m'a représenté, tu vois, vraiment en mode bandidos, tu vois, le gars qui est là, qui a rien à perdre en gros, tu vois, il vient, il fait son travail, c'est tuer ou être tué, et telle est la destinée, quoi. Et donc tu le mets souvent au niveau du nez comme les cow-boys en fait. Ouais, c'est ça. Et puis on voit que tes yeux. Ouais, c'est ça. Et t'es là pour tuer ton adversaire. Je suis là pour abattre. Okay. Exactement. Et donc on retrouve. Et donc tu le gardes souvent sur toi, en tout cas à chaque fois que tu t'es médiatisé, tu l'as avec toi. Ouais, c'est ça. Ok, super. Bah voilà, c'était juste ça, tu vois, il y a un truc que j'avais oublié parce que je te voyais sur ça et je m'étais posé la question, il fallait que je lui pose cette question, savoir c'est quoi l'histoire de ce bandana, parce que c'est vrai que on le voit partout avec ce bandana, mais comme tu dis, on se souvient de toi comme ça, quand on voit le bandana, on sait que c'est Amine. Tu vois, il y en a, tu te souviens d'eux parce qu'ils ont un tatouage, il y en a, tu te rappelles parce qu'ils ont une moustache qu'ils font comme ça, tu vois, il y en a qui font les cheveux rouges, etc. Donc voilà, chacun s'avance une petite... on a reçu un Nantais, Waskar Alcon, qui fait partie du groupe The Rookies, qui est champion du monde de hip-hop. Okay. Et pareil, lui, il voulait qu'on se souvienne de lui et qu'on le voit dans le groupe, et il s'était teint les cheveux en rouge, tu vois. Okay, tu vois, c'est exactement ce que tu disais. Tu te souviens de lui. Merci en tout cas de ta présence, merci d'avoir pris le temps de partager toute ta passion pour nos auditeurs, c'était trop cool. Avec plaisir. Super. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés, c'était Amine Ayoub sur Parlons peu, parlons passion. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao.